Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon week-end à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective. Voici le sommaire. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu cette semaine le boxeur Ilunga Makabu qui est venu présenter officiellement sa ceinture de champion du monde de la WBC Golden remportée devant le Polonais Michael Cieslak à Kinshasa. Et puis, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea-Tilité, a présenté à la Nation le 5 février 2020 le pagne officiel pour la date du 8 mars qui marque la célébration de la Journée internationale de la femme. Enfin, l'ancien président du Kenya, Daniel Arap Moi, est décédé le mardi 4 février 2020 à l'âge de 95 ans. De suite d'une courte maladie, c'est un communiqué du président Uhuru Kenyatta qui a répandu la nouvelle. La première ministre belge Sophie Wilmès a échangé avec son homologue congolais Sylvestre Ilunga Ilunkamba ce jeudi 6 février 2020 à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. La chef du gouvernement belge a reconnu la difficulté de réaliser le programme d'un gouvernement de coalition comme c'est le cas en RDC. C'est ainsi que Mme Wilmès promet l'accompagnement de son pays afin de permettre à l'État congolais d'opérer les réformes prônées par l'exécutif national. Aussitôt fini avec son homologue congolais Sylvestre Ilunga Ilunkamba, la chef du gouvernement belge a été reçue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation. Pour sa part, la première ministre belge a relevé que le Congo reste un partenaire spécial dans le cœur de Belge. Elle a souligné que la Belgique est prête à accompagner les prestations du gouvernement congolais dans le domaine de la pacification du territoire national, des droits de l'homme, des conditions sociales et des droits des affaires. Vendredi 7 février 2020, la délégation belge s'y rendra à Lubumbashi pour la réouverture officielle du consulat général de Belgique avant de visiter le projet belge d'électrification au quartier Caravia et de regagner Bruxelles le soir par l'aéroport d'Njili à Kinshasa. Ici, de noter que c'est depuis mercredi 22 janvier 2020 que la visite de la Première ministre belge a été annoncée pour début février. Et c'est effectivement hier, mercredi 5 janvier, qu'elle est arrivée en terre congolaise. À tous dignes fils du pays, les honneurs et la reconnaissance nationale. C'est à travers cette sagesse qu'il faut comprendre la réception du tout premier Congolais champion du monde de la WBC Gold de lourd léger, Junior Ilunga Makabu, par le chairman congolais Félix Tshisekedi. La réception a eu lieu mardi 4 février à la Cité de l'Union africaine. Accompagné du ministre des Sports Amos Sombayo, Junior Ilunga a reçu un vibrant hommage de la part du président Félix Tshisekedi pour avoir fait la fierté de toute la RDC. L'on rappelle que Junior Ilunga a terrassé au point vendredi 31 janvier dernier au Chac Club de la Gombe en présence du premier citoyen congolais, le boxeur polonais Michael Cieslak. Un coup d'œil à son palmarès permet de noter qu'après 26 combats, Junior Ilunga en a gagné 24 par KO et a connu 2 défaites. Avant le combat du vendredi dernier, Junior Ilunga détenait le titre du champion du monde Silver qui est l'équivalent du vice-champion WBC. Selon certaines sources, Junior Ilunga fera une tournée nationale pour présenter sa ceinture aux Congolais de l'arrière-pays. C'est dès le 3 février que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a prononcé son discours au forum Indaba Mining qui se tient du 3 au 6 février au Cape Town en Afrique du Sud. Il s'agit de la 26e édition de ces forums.
Représentant le président Félix Tshisekedi empêché par son calendrier chargé, Sylvestre Ilunga déclare que le nouveau code minier de mars 2018 modifie et complète celui de juillet 2002 et reflète les aspirations du peuple congolais. Pour lui, cette loi doit être pérennisée et mise en application afin de permettre aux Congolais d'être les premiers à jouir de leurs ressources, non sans garantir un environnement attractif et incitatif aux investisseurs. Sylvestre Ilunga affirme que la vision de son gouvernement est la promotion du partenariat gagnant-gagnant dans le secteur minier, revenant sur quelques axes prioritaires, dont le respect des dispositions du code minier par tous les intervenants dans les secteurs. Insistant sur la protection des périmètres miniers concédés, Ilunga Ilunkamba rassure sur l'encadrement et l'assistance technique des exploitants artisanaux par tout un ensemble de mesures prises quant à ces, non sans insister sur l'organisation et la poursuite de recherches géologiques, la promotion de l'entrepreneuriat congolais via la mise en œuvre effective de la loi sur la sous-traitance. Évoquant les réformes initiées dans le secteur minier congolais, Sylvestre Ilunga parle de la création d'un fonds minier pour les générations futures et du service public dénommé Autorité des régulations et des contrôles des substances minérales stratégiques. Il termine son allocution par les implications de la vision minière africaine, dont les renforcements des intégrations des réseaux et structures nationales. Pour Ilunga Ilunkamba, les ressources minières des États africains doivent servir au développement du continent africain en général et à l'éradication de la pauvreté en particulier et plus jamais au financement des conflits et guerres. Après avoir déclaré coronavirus urgence de santé publique à portée internationale, le gouvernement de la République démocratique du Congo a demandé aux citoyens congolais et à toute autre personne qui voyage régulièrement vers la Chine de surseoir leur voyage jusqu'à nouvel ordre, indique un communiqué officiel du ministère de la Santé publique qui prévient que tous ceux qui reviennent de la Chine devront être identifiés et soumis à une institution de l'hygiène aux frontières. Cette décision est prise vu les échanges commerciaux et les mouvements fréquents des populations entre la RDC et la Chine, parce qu'il y a risque que cette maladie arrive dans le pays. La situation est catastrophique. Nous sommes terrés à domicile. Les marchés, les écoles, les églises, tout est fermé. Il n'y a pas de circulation, pas de regroupement, a expliqué une Congolaise vivant en Chine. Sur Top Congo FM, elle précise que tout le monde porte des masques. Nous les achetons, mais il y a carence. Cependant, alors que certains États organisent les retours de leurs ressortissants, rien de tel n'est fait pour les Congolais qui n'envisagent d'ailleurs pas un retour. On reste en Chine, à moins que la situation s'aggrave encore plus. Si le gouvernement congolais nous envoie l'avion pour rentrer, on avisera. Au cas contraire, on est là. En appelant au calme, le gouvernement exhorte la population à se laver régulièrement les mains avec de l'eau, du savon, du gel hydroalcoolique ou avec des cendres, se couvrir la bouche ou le nez avec un mouchoir avant de tousser ou d'esternuer, éviter tout contact direct avec des personnes présentant des signes suspects de grippe ou des difficultés respiratoires. Bien cuire viande et poissons, crabes, crevettes, escargots de mer et autres fruits. Allez rapidement au centre médical le plus proche lorsqu'on présente les signes du virus. Toutes ces précautions font suite à l'exhortation de l'Organisation mondiale de la santé qui demande à tous les pays d'être en alerte. Une autre très belle moisson réalisée par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kawonga. Sous peu, un groupe d'investisseurs portugais va s'installer dans une zone économique spéciale de la RDC. La production des vins made in Congo, des boissons gazeuses et la transformation des produits agroalimentaires sont au rendez-vous. Très attirés par les allègements fiscaux et douaniers accordés désormais par le gouvernement congolais, ces hommes d'affaires portugais qui investissent en Angola depuis 20 ans se disent prêts à s'installer directement en RDC, pays qui regorge d'énormes potentialités. C'est Mario Moreira, manager de ce groupe, qui l'a signifié ce mardi au ministre de l'Industrie. C'est Mario Moreira, nous sommes un groupe des investisseurs d'origine portugaise. Nous sommes déjà aussi en Angola pendant plus de 20 ans
Et notre intention, c'est de faire des investissements ici au Congo, notamment de développer une zone économique industrielle de façon à que beaucoup d'entreprises étrangères peuvent arriver et s'installer ici. Le domaine industriel, c'est de faire toute une zone économique et implanter ici, au début, une entreprise d'embouteillage et production de tout ce qui sont boissons alcoolisées et non alcoolisées, et aussi d'embouteillage des vins, parce qu'il n'y a pas aucune ici au Congo, et puis de captiver des autres entreprises à venir, notamment des industries au niveau de transformation industrielle, de transformation aussi des produits agroalimentaires et enfin de tout ce qui est les micro-entreprises qui peuvent aider toute la population locale aussi à faire l'écoulement de tout ce qui est les produits de production ici locale et qui aujourd'hui c'est difficile de le mettre dans le marché en bonnes conditions, par exemple au niveau des emballages. Soit on a toute une possibilité très large de développer des industries ici. Nous avons dit que ce thème arrive à propos parce que cette fois-ci, la 64e session de la Commission de la femme va plancher sur l'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration de Beijing et de son programme d'action. Cela signifie tout simplement qu'après 25 ans, le moment est venu pour que les nations s'arrêtent, pour que nous puissions effectivement dire qu'est-ce que nous avons fourni comme effort pour assurer l'égalité entre hommes et femmes dans les domaines que nous considérons comme cruciaux pour le développement de nos nations respectives. Et la fois passée, j'ai rappelé quelques-uns de ces domaines qui sont les repris sur l'épargne que nous allons présenter tout à l'heure. Sur l'épargne, vous allez voir effectivement il y a un thème national, mais nous avons voulu reprendre ces 12 domaines critiques de Beijing. L'objectif, c'est continuer à sensibiliser. L'objectif, c'est que l'épargne soit le vecteur de ces messages. Parce que c'est vrai, la célébration du 8, la journée peut passer, mais juste après, nous tombons dans les oubliettes. Mais lorsqu'il y a l'épargne qui est portée, vous passez, que ce soit nous les concernés, les femmes, ça nous rappelle, que ce soit les hommes, que ce soit les décideurs. Et l'épargne a donc été conçue dans l'esprit d'être un support qui va relayer la sensibilisation que nous devons faire. Puisqu'au-delà de l'évaluation, nous allons dire que les défis sont devant nous. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons fourni des efforts à ce qui concerne l'éducation, la formation. Aujourd'hui, il y a la gratuité d'enseignement. Mais est-ce que nous faisons assez pour que la femme, les filles se retrouvent? Mais si déjà les filles étudient au niveau primaire, mais est-ce que ces filles poursuivent au niveau secondaire à l'université? Est-ce que nous gardons les filles à l'école? Mais quand les filles terminent, est-ce que nous sommes suffisamment associés ou l'État a fourni suffisamment d'efforts pour associer les femmes dans les instants de prise de décision? Ça raconte d'ailleurs un engagement de notre nation dans la Constitution, puisque lorsque vous allez à l'article 14, on nous dit que les pouvoirs publics doivent assurer l'égale représentativité des hommes et des femmes. C'est de connivence avec le chef du gouvernement et avec la bénédiction du président de la République que le ministre national des Finances, José Sélé Yalagouli, a effectué un déplacement dans le Grand Katanga. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Confoy-Kimimba, et plusieurs autres personnalités politico-administratives de la province. L'objectif de cette mission officielle du patron des finances RD congolais rentre justement dans la vision managériale du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui est celle de mobiliser les recettes afin d'obtenir les moyens de sa politique. La province du Haut-Katanga est la plus grande pourvoyeuse de recettes pour le trésor public, donc c'était tout à fait normal qu'au début de l'exercice budgétaire 2020, que je puisse mobiliser les services autour du budget de l'exercice 2020. Aussitôt arrivé au Pullman Grand Caravia Hotel, le ministre national de Finances, José Sélé Yalagouli, a convié les responsables des différentes régies financières provinciales à une séance de travail hautement technique. La DGDA, la DGI et la DGRAD ont été représentés avec la participation du ministre provincial des Finances et celui de l'Intérieur. Au menu de cet entretien, il était question principalement de mobiliser les troupes autour de l'exercice budgétaire 2020. Le ministre a aussi invité les responsables des services placés sous sa tutelle à redoubler d'efforts afin d'améliorer le rendement. Il fallait que je travaille avec les services pour leur expliquer, les entendre aussi,
comprendre quelles sont les responsabilités qui incombent aux régies financières, quels sont les plans d'action que nous devons mettre en place de manière à converger vers la volonté de faire ces 11 milliards. José Sélé Alagouli a aussi mentionné que durant son séjour dans le Grand Katanga, il se penchera également aux problèmes liés au vieillissement de ressources humaines et du matériel informatique, sans ignorer les interférences politiciennes au service générateur. L'époque où l'opposition congolaise n'avait pas de porte-parole appartiendra bientôt à l'histoire. Un compromis à l'interne pour un mandat alternatif de 2 ans a été trouvé entre Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba au terme de plusieurs semaines de débats irrélatifs. Après désistement de Martin Fayoulou, les principaux leaders de l'opposition susnommés se sont accordés sur l'occupation du poste de porte-parole de l'opposition, d'abord par Moïse Katumbi de 2020 à 2021, puis par Jean-Pierre Bemba de 2022 à 2023. L'information a été rendue publique lundi 3 février par le député national Muhindo Nzangi, s'exprimant sur la matière sur la radio Top Congo. Il revient maintenant à l'Assemblée nationale de procéder à l'organisation du vote contassé. Outre la loi numéro 07/008 du décembre 2007 portant statut de l'opposition politique qui prévoit l'organisation du vote pour le choix du porte-parole de l'opposition, la Constitution stipule qui la rend de ministre d'État et jouit des avantages et immunités bénéficiant d'une dotation du trésor public. L'opposition a sollicité l'implication du président Félix Tshisekedi, qui, dans plus d'une adresse à la nation, veut qu'il y ait un contradicteur attitré pour le bien de la démocratie congolaise. Les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti présidentiel, ont manifesté dans la matinée de ce vendredi 7 février au siège du parti à la 10e rue Alimete résidentielle à Kinshasa. Ils réclament la dissolution de la coalition FCC Cash et la réhabilitation des bourgmestres UDPS suspendus le jeudi 6 février par les gouvernants de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, pour incompétence dans leur commune, notamment dans la mise en œuvre de l'initiative Kinbopeto. Très en colère, ces manifestants ont barricadé la route en brûlant des pneus en signe de leur mécontentement. C'est ce qui a causé la panique dans la commune de Limete et les bouchons sur les boulevards Lumumba dans son tronçon, compris entre la 17e rue et la 7e rue. Mise au courant, la police est descendue sur les lieux pour disperser les manifestants et réhabiliter l'ordre sur la voie publique. Tout est redevenu normal à partir de 8 h du matin. C'est depuis octobre 2019 dans la commune de Bandalungwa que le chef de l'État Félix Tshisekedi a lancé l'opération Kinbopeto à l'initiative du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Cette campagne, qui se veut un état d'esprit, vise à revêtir Kinshasa de sa plus belle robe. Il est vrai que depuis le lancement de la campagne, l'hôtel de ville a initié plusieurs activités d'assainissement dans toutes les 24 communes qui composent Kinshasa. Malheureusement, à ces jours, un net ralentissement est visible dans la capitale. On y trouve de montagnes d'immondices dissimulées ça et là, de caniveaux bouchés, mal curés ou partiellement curés, des eaux stagnantes à plusieurs endroits, un état d'insalubrité qui est cause de plusieurs maladies et épidémies. Est-ce un problème d'homme, de volonté ou de matériel? Autant de questions qui traverse et hante les esprits de Kinois qui pensaient qu'avec cette campagne, la ville de Kinshasa brillerait de 1000 éclats au cœur de l'Afrique. Si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Tel est le credo de l'honorable Antoine Gonda Mangalibi, élu national de Madimba dans le Congo central et philanthrope à sa manière. Un credo qu'il traduit en pratique depuis plus de 15 ans, surtout sa fondation Antoine Gonda, qui assiste ses compatriotes à travers le pays et plus particulièrement dans sa province du Congo central et son territoire de Madimba. Après avoir doté les agriculteurs artisanaux de Madimba des véhicules utilitaires pour l'évacuation de leurs produits agricoles afin d'améliorer leur capacité financière par l'accroissement des ventes, la Fondation Gonda vient de frapper un nouveau grand coup en lançant au courant de la semaine finissante une baleinière sur la rivière Inkisi. Il s'agit d'une première embarcation d'envergure dans les lots de plusieurs autres en cours de construction.
Elle vient s'ajouter à d'autres petites embarcations et hors-bord de la FAG qui assuraient déjà la circulation des biens et des personnes sur cette rivière. D'une capacité de 500 sacs de 100 kg, soit 50 tonnes, cette baleinière a été fabriquée sur place à Madimba par des techniciens congolais. Elle va relier la cité de Kisantu à celle de Ngidinga, deux centres missionnaires connus également pour leur dynamisme agricole et commercial. Un apport d'une importance indéniable car en permettant l'évacuation des produits agricoles, cette baleinière et celles qui vont suivre vont accroître l'activité agricole et ainsi contribuer à l'autosuffisance alimentaire locale tout en desservant les grands centres de consommation comme Kinshasa. Un satisfait pour les bénéficiaires qui remercient leurs bénéficiaires. Situé à 250 km de la capitale, Madimba est en effet un grand centre agricole, mais dont l'émergence a toujours été freinée par le manque de voies d'accès et d'écoulement des productions. La principale voie d'accès vers les cités et secteurs intérieurs, comme Ngidinga, se trouve dans un état d'impraticabilité très avancé. Au quartier Ouamara à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, un immeuble s'est effondré ce jeudi 6 février 2020, causant d'importants dégâts matériels. Selon des sources concordantes, l'écroulement de l'immeuble a endommagé 6 autres maisons du voisinage. Pour l'instant, aucune perte en vies humaines n'a été signalée officiellement. Toutefois, nombreux sont ceux qui affirment que personne ne se trouvait dans ces maisons car l'alerte avait déjà annoncé l'écroulement. Présentement, des agents de la MONUSCO et d'autres bénévoles se sont mobilisés pour tenter de vérifier s'il y aurait des victimes dans les décombres. Dossier à suivre. L'association sans but lucratif Lions Club Lupopo, accompagnée de ses partenaires dont la Rabobank, est allée assister les élèves et personnels de l'école nationale pour aveugles située dans la concession du centre des handicapés à Kinshasa. S'étant assigné la mission d'équiper et de moderniser cet établissement, les Lions Club Lupopo a réussi à doter les naves des dortoirs modernes munis de lits confortables avec climatisation pour permettre aux enfants internés de bien dormir. La délégation Lions Club Kinshasa a été conduite à une visite de nouveaux dortoirs, des salles des classes ainsi que de la salle de machines et de toilettes réhabilitées. Satisfait des résultats, le président des Lions Club Kinshasa Lipopo, Richard Ashinda, a relevé la prochaine étape de leur action. Grâce au concours de Rabobank, de la semaine prochaine déjà, notre architecte va continuer les travaux pour augmenter la pression d'eau. Ça ne sert à rien de réhabiliter les sanitaires s'il n'y a pas l'eau. Déjà la semaine prochaine, ici à l'Institut national pour aveugles, grâce au Lions Club Lupopo, et sponsorisé par Rabobank, l'eau va arriver ici à flot parce que les experts de la régie des eaux sont déjà venus faire l'évaluation et ils attendent que nous puissions leur donner le moyen afin qu'ils commencent les travaux le plus tôt. Et il reste que nous puissions encore faire un plaidoyer dans le sens qu'aux examens d'État, donner les mêmes chances aux finalistes aveugles qu'ils commencent le concours en même temps que le voyant. En qualité de bénéficiaire de ce geste, le directeur général adjoint de l'École nationale pour aveugles, Jean-Jacques Mwanafumwengi, a, au nom de l'école, exprimé la reconnaissance envers Lions Club et Rabobank pour le geste posé en faveur de son école. Nous disons merci sincèrement pour la réhabilitation du dortoir. Nous disons merci pour le renforcement de l'eau, de la régie des eaux pour les latrines. Et nous restons persuadés que les plaidoyers que nous avons menés ici, que nous avons formulés
pour qu'aux examens d'État, nos enfants soient pris en compte, que nos élèves puissent commencer les examens en temps réel, au même moment que leurs collègues voyants. Nous pensons que ces plaidoyers vont aboutir. Pour Rita Massengu, représentante de Raobank, cette action entre dans la vision des Raobank de voir grand pour un Congo fort. Oui, l'accompagnement de Raobank aujourd'hui rentre dans les actions sociales que Raobank mène depuis sa création en 2002. Je dirais que Raobank est impliqué dans la vie sociale des Congolais depuis sa création. Et ceci n'est qu'une continuité des actions que nous menons dans toutes les provinces. Et ce geste accompagne également l'ambition de Raobank de voir grand pour un Congo fort. L'artiste gospel Michel Bakenda a annoncé ce lundi 3 février 2020 sur son compte Instagram qu'il se retire de la scène musicale. Jusqu'à la nouvelle ordre, sans donner de précision sur sa décision, l'artiste annonce néanmoins qu'il reste actif sur les réseaux sociaux. Merci pour l'amour, je pense pouvoir me retirer sur la scène musicale jusqu'à la nouvelle ordre si Dieu le voudra un jour, mais néanmoins mes comptes restent ouverts YouTube, Instagram, page Facebook. Merci pour l'amour manifesté jusqu'ici, indique son compte Instagram. La décision du frère Michel Bakenda intervient quelques jours après la publication de ses photos nues sur la toile. Sur ces photos, on voit l'artiste assis sur un lit, exhibant sous plusieurs angles ses parties intimes. Des postures indécentes qui ont suscité des critiques à son encontre. L'ancien président du Kenya, Daniel Arap Moi, qui a dirigé le pays depuis 1978 à 2002, est décédé à l'âge de 95 ans, a confirmé le cabinet du président Uhuru Kenyatta ce mardi 4 février 2020. Daniel Arap Moi a effectué une longue présidence au bilan controversé. Finalement, sous la pression des Occidentaux et de la société civile, Daniel Arap Moi a accepté le retour du multipartisme après une manifestation reprimée dans le sang en 1991. Au regard des Kenyans, Daniel Arap Moi avait gardé une certaine affection et il était âgé. Et le politicien continuait d'ailleurs à lui rendre visite et à le consulter car il restait influent, notamment dans sa communauté kalenjienne. Certains vont retenir de lui l'image d'un despote, d'autres celle d'un homme de paix ayant maintenu la stabilité du pays, dit un communiqué du président kenyan Uhuru Kenyatta. Un deuil national sera observé jusqu'à ce funérailles dont la date n'a pas été communiquée, précise encore le même communiqué. Place à présent au rappel de principaux titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu cette semaine le boxeur Ilunga Makabu qui est venu présenter officiellement sa ceinture de champion du monde de la WBC Golden remportée devant le Polonais Michael Cieslak à Kinshasa. Et puis, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea-Tilité, a présenté à la Nation le 5 février 2020 le pagne officiel pour la date du 8 mars qui marque la célébration de la Journée internationale de la femme. Enfin, l'ancien président du Kenya, Daniel Arap Moi, est décédé le mardi 4 février 2020 à l'âge de 95 ans, de suite d'une courte maladie. C'est un communiqué du président Uhuru Kenyatta qui a répandu la nouvelle. Cette rétrospective est terminée. Merci et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.